Nous débutons avec une liste Adeptas Sororitas dans le détachement Halloween Martyr. Dans les personnages, on commence avec une chanoinesse et son optimisation Saintly Example. Une autre chanoinesse mais cette fois-ci en jump pack avec l'optimisation Through Suffering Strange. On rajoute 3 hospitalières et bien sûr en tant que seigneur de guerre, Morvenval. Du côté des unités de ligne, nous aurons une seule unité de 10 heures de bataille. En transport dédié, 2 immolators, et pour le reste, 3 grands blocs de 10 Célestians Sacro-Saintes, une unité de 3 Parangons Warsuit, une unité de 10 Sœurs Novices et 3 Castigators. Cette liste repose sur la saturation d'élite et les mécaniques de sacrifice, en exploitant au maximum la synergie entre Morvenval, les Sacro-Saintes et les bonus du détachement. Le plan de jeu est simple. Vous avez 3 blocs de Célestians Sacro-Saintes appuyés par une hospitalière pour verrouiller le centre. Leur rôle est d'encaisser le choc initial et punir la moindre perte grâce au trait des martyrs et au stratagème Spirit of the Martyr. Cette mécanique transforme chaque mort en menace supplémentaire. Si l'unité tombe sous les coups ennemis, elle ripostera aussitôt, ce qui permet de neutraliser les échanges qu'imposent les armées spécialisées dans la mêlée. Les chanoinesses assurent la coordination de ce noyau. Celles en réacteurs dorsaux jouent le rôle de pièces d'échange offensives, capables d'éliminer de nombreux types d'unités adverses avant de tomber, pour ensuite activer la mécanique de réanimation via l'intervention divine, afin de profiter des bonus du détachement. La chanoinesse à pied, avec l'optimisation Saintly Example, soutient le dispositif par la génération de dés de miracle, essentiels pour fiabiliser les sauvegardes et les dégâts de l'armée. Les Parangons Warsuit ajoutent une couche d'anti-char mobile tout en profitant des relances de Morvenval, tandis que les Castigators et Immolators saturent l'arrière du champ de bataille pour éliminer les cibles secondaires ou renforcer le contrôle de zone. C'est une liste construite pour punir la violence adverse. Son architecture repose sur la gestion des pertes comme moteur de puissance, et chaque activation de Spirit of the Martyr devient une arme psychologique contre les armées agressives. Dans le méta actuel, dominé par la pression frontale, cette adaptation des martyrs démontre une compréhension fine du rapport risque et valeur, ainsi qu'un usage chirurgical des mécaniques de réponse par les sacrifices et la réanimation des personnages. Du côté des forces, nous allons avoir une excellente synergie de sacrifices et de réanimation des personnages, une gestion optimale des échanges grâce aux ripostes automatiques, une bonne flexibilité stratégique via les castigators et les transports, ainsi qu'un usage intelligent des dés de miracle pour sécuriser les tours importants. Côté faiblesse, nous avons tout de même une forte dépendance à la séquence de pertes pour pouvoir activer nos bonus. Vous avez un scoring secondaire parfois lent sur les cartes demandant de la projection, des difficultés face à la saturation notamment et tout particulièrement via les tirs indirects, les escouades désolation ou les différentes unités de l'Astra Militarum. Et enfin, évidemment, vous avez un risque de désynchronisation si jamais les hospitalières sont éliminées, notamment à cause des différents stratagèmes ou armes offrant la précision. Donc faites très attention à bien préserver vos hospitalières. Nous continuons avec une liste Space Marine du Chaos dans le détachement Renegade Raider. Les personnages, on commence avec un Seigneur du Chaos, ensuite Cypher, puis Fabius Bill, ainsi qu'un Lord Discordant en tant que Seigneur de guerre. Du côté de l'unité de ligne, ce sera simple, une seule unité de 10 cultistes, en transport dédié 2 rhinos, et pour le reste, une petite unité de 5 élus du chaos et un plus grand bloc de 10 qui accompagnera Fabius. Un bloc encore de 10 Warp Talons, une petite unité de 5 Raptors, de 3 Motards du chaos, puis 3 Prédateurs Destructeurs, et enfin on finit avec une unité de 6 Noise Marines. Cette liste Renegade Raider capitalise sur la polyvalence de ses unités principales et sur la mobilité conférée par les stratagèmes du détachement. Le plan de jeu repose sur un équilibre entre puissance de feu et projection agressive, typique du style Space Marine du chaos moderne. Les élus servent de pivot central, notamment le bloc de 10 accompagné de Fabius Bill, forment un bloc offensif d'élite capable d'encaisser grâce aux différentes améliorations et de frapper fort via les pactes sombres. La petite unité de Chosen, avec le Seigneur du Chaos, complète cette mécanique en opérant indépendamment, pouvant ainsi s'emparer d'un objectif isolé, protéger un flanc ou réagir aux unités rapides de l'adversaire. Les Prédateurs Destructeurs constituent la charpente du tir. Avec les bonus offerts par les sombres pactes et la règle du détachement, leurs autocanons et canons laser deviennent des armes redoutables contre les véhicules, monstres, voire même les unités d'élite. Le Lord Discordant, de son côté, joue le rôle de catalyseur. Il améliore la létalité des blindés et reste une menace de contrecharge.
Les Warp Talons et Raptors apportent la pression aérienne, capables d'exploiter les failles créées par les Predators afin de pouvoir arriver dans des zones d'arrivée précipitées. Les Noise Marines ajoutent une couche de tir supplémentaire capable de punir tout assaut rapproché grâce à leur Sonic Blaster amélioré, notamment par la règle du détachement. Enfin, les cultistes assurent le soutien tactique, créant des écrans, prenant un objectif selon ce que la situation exigera. Nous avons ici une liste solide et pragmatique, fidèle à l'esprit des Renegade Raiders, c'est-à-dire adaptable, agressive et sans dépendance excessive à un combo unique. Du côté des forces, nous avons tout d'abord un noyau d'élus du chaos, notamment ceux avec Bill, qui est extrêmement polyvalent et résilient. Vous avez une pression continue entre la phase de tir et vos unités de projection. Des menaces variées, que ce soit de l'infanterie, des chars ou des unités mobiles. Et enfin, vous avez un très bon équilibre entre puissance, mobilité et endurance. Côté faiblesse, il y a une létalité variable selon la réussite de vos pactes sombres. Il y a une prise de risque, notamment via les tests de commandement, en particulier si vous affrontez des armées qui sont capables de réduire cette caractéristique. Vous avez une gestion complexe du tempo, c'est-à-dire du rythme de la partie, sur les cartes avec un déploiement très large. Il y a aussi une gestion du scoring secondaire qui est un peu plus lente, notamment sur les missions à contrôle étendu. En dehors de votre petite unité de raptors, de motos et de cultistes, cela va vous demander des ressources importantes si jamais celles-ci sont détruites. Et enfin, vous avez une difficulté à récupérer après la perte des Predators, concentrant le tir principal de toute la liste. Nous aurons une liste Ligue de Votan dans le détachement Earthbound. Dans les personnages, on commence avec Uthar en tant que seigneur de guerre. On rajoute 2 Aenir champions, le premier avec l'optimisation Bastion Shield et le second avec l'Iron Skyne. Du côté des transports dédiés, nous aurons un Capricus Carrière. Pour le reste, 3 unités de 3 Brokir Thunderkin, alors là attention, 2 unités sont équipées en graviton et une seule en bolt canon. Ensuite, 2 unités de 5 Tonian Berserk. Là aussi nous avons une précision, une unité est équipée en Concussion Maul et la deuxième en Plasma Axe. À cela on va rajouter un grand bloc de 10 Aenir Earthguard et une plus petite de 5. 3 Hécatones Land Fortress et enfin une unité de 10 Ankin Yedjir. Cette force Earthbound repose sur un triptyque, la résilience mécanique des forteresses, la létalité des Earthguard et la menace d'impact des Berserk. Les 3 Hécatones Land Fortress forment la ligne d'ancrage principale, combinant tir anti-char grâce au canon Magna Rail et soutenu par une saturation de bolt canon. Leur rôle est d'absorber les échanges à longue portée, tout en neutralisant les blindés adverses. Les Aenir Earthguard constituent le cœur offensif de la liste. La première unité de 10, accompagnée du champion équipé du Bastion Shield, profite d'une réduction constante de pénétration d'armure, transformant chaque échange en épreuve d'usure où leur sauvegarde de plus et leur tir de plasma deviennent déterminants. La seconde escouade, plus compacte, agit en fer de lance. Elle se téléporte pour frapper sur les flancs et briser les lignes d'appui. Les champions, quant à eux, incarnent l'équilibre entre la puissance de frappe et l'ancrage défensif. Que ce soit avec l'Iron Skyne et le Bastion Shield, cela leur permet de tenir face à tout contre-assaut, tandis que leur masse martèle les cibles d'élite. Les Berserk et Thunderkin servent de pivot. Les premiers punissent tout assaut mal préparé en démantelant chars et marcheurs. Les seconds forment un second rideau de tir, variant entre saturation lourde et graviton selon la nature de la menace. Enfin, les Ernkin Yedjir assurent la couverture du terrain, occupant les zones clés en relayant le tempo entre les phases d'assaut et de tir. Cette liste repose sur une avancée méthodique et une efficacité cumulative. Peu mobile mais extrêmement stable, elle étouffe progressivement l'adversaire par son tir soutenu et la résilience de son noyau blindé. Du côté des forces, nous avons évidemment une puissance de feu constante sur plusieurs tours grâce notamment aux Hécatones Land Fortress. Une résilience exceptionnelle via le Bastion Shield et la réduction de pénétration d'armure, une fiabilité statistique élevée grâce aux relances de blessures fournies par le détachement. Et vous avez une bonne gestion des armées d'élite ou de blindés. Côté faiblesse, il y a tout de même une forte dépendance aux Hécatones Land Fortress pour contrôler le rythme de la partie. Si celle-ci venait à être détruite beaucoup trop tôt, cela va commencer à vous poser problème, que ce soit sur la projection que sur la létalité. Il y a aussi une difficulté à gérer les armées à projection multiple, que ce soit les armées de Tyrannides en masse ou d'Eldar. Il y a aussi un manque de saturation contre les hordes légères.
car vous avez peu d'armes avec un fort volume de saturation contre ce type d'armée. Et enfin, vous êtes aussi sensible aux missions nécessitant une large couverture du terrain. En général, au vu de votre mobilité, vous préférez utiliser des objectifs relativement proches les uns des autres. Nous finirons par une liste tyrannide dans le détachement flotte d'invasion. Les personnages, on commence avec une Tervigon en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation adaptive biologie. Ensuite, on aura un tyran des ruches ailé. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 Ormagont et 4 grands blocs de 20 Termagont. Pour le reste des unités, nous aurons 3 unités de 10 Genestealers, 3 Exocrines, un Biovore, 2 Neurolictors et une unité de 3 Venomtropes. Cette liste sature la table sous un flot ininterrompu de chair chitineuse. Le tout repose sur 4 gros blocs de Termagont et un écran de Genestealers. L'ensemble soutenu par la Tervigon et les Venomtropes. Les Termagont forment la masse principale. Ils verrouillent les objectifs, saturent le champ de bataille et profitent de l'insensibilité à la douleur du stratagème rapide régénération, ainsi que du couvert généré par les Venomtropes, pour encaisser bien au-delà des unités ayant le même coup. Les Genestealers servent de fer de lance, capables de menacer rapidement les lignes adverses. Ils forcent la réaction dès les premiers tours. Ils occupent rapidement les positions clés grâce à leur mouvement d'éclaireur. Ils désorganisent le plan adverse et fixent les unités de tir pendant que la marée de Termagont avance inexorablement. Derrière cette nuée, les Exocrines agissent comme artillerie lourde, leurs armes possédant des caractéristiques parfaites pour répondre aux unités capables de balayer le mur de Termagont. Et grâce à la règle du détachement, leur rendement s'accroît en fonction du type de cible et à mesure que la partie s'enlise. Nous avons un cycle vertueux. Les Termagont obligent l'adversaire à réagir, mais les Exocrines répondent à la réaction adverse. Le tyran des ruches ailées et les Neurolictors jouent un rôle d'élément perturbateur. Le premier apporte de la flexibilité grâce à sa réduction du coût des stratagèmes, tandis que les seconds perturbent le tempo adverse en brouillant ses actions via les tests de Battle Shock tout en sécurisant des secondaires. Enfin, le Biovore complète le dispositif en plaçant des spores mines pour bloquer et gêner les mouvements ennemis. Cette flotte d'invasion privilégie la pression territoriale et l'endurance. Peu d'armées peuvent rivaliser avec son occupation du terrain et sa capacité à encaisser. L'adversaire se retrouve piégé entre une marée d'infanterie sacrifiable et un tir soutenu d'Exocrines difficile à neutraliser. Du côté des forces, nous avons un contrôle de table exceptionnel par la saturation de figurines, une résilience élevée grâce notamment à l'insensibilité à la douleur et aux différentes auras défensives, un tir soutenu et constant des Exocrines, et bien entendu une présence immédiate sur les objectifs grâce au rideau de Genestealers. Côté faiblesse, nous avons une mobilité limitée en dehors des Genestealers et du tyran ailé, une forte dépendance aux auras de soutien pour tenir, une sensibilité aux armes à fort volume de saturation, particulièrement celles de PA-2. Et enfin, vous avez peu d'options pour éliminer les cibles très endurantes. En dehors de vos Exocrines et de votre tyran des ruches, vous avez très peu d'options. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bons d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, un accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Ce sera une liste Ravengard dans le détachement Shadowmark Talon. Dans les personnages, on commence avec Aeson Shan en tant que seigneur de guerre, un capitaine en réacteur dorsal équipé de l'optimisation Hunter Instinct. À cela on rajoute Kevin Shrike, un lieutenant en armes combinées et l'optimisation coronale susurrant. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons une simple unité de 5 intercesseurs, en transport dédié, un impulsor, et pour le reste, une seule unité d'intercesseurs d'assaut en réacteurs dorsaux, un bloc de 6 centurions dévastateurs équipés de canons laser et de missiles tétons, un bloc de 6 inceptors en plasma et un autre plus petit de 3 en bolter.
une unité de 5 incursors, un Storm Speeder Hammer Strike, un bloc de 10 vétérans Vanguard et un autre plus petit de 5, et pour finir, un Vindicator. Le plan repose sur la double unité de vétérans Vanguard, véritable projectile à courte portée menés par Shrike et le capitaine en réacteurs dorsaux. Leur combinaison d'avance et charge, ou de désengagement plus charge via le stratagème Feint and Thrust, couplé à l'arrivée précipitée gratuite du capitaine, permet d'exercer une pression continue sur tout le champ de bataille. L'adversaire se retrouve contraint de maintenir des cordons défensifs, au risque de voir des pièces clés pulvérisées par une frappe latérale. Derrière cette menace, le feu lourd est assuré par les Centurions Dévastateurs et les Inceptors Plasma, formant le noyau de destruction du détachement. Grâce au stratagème Into Darkness offert par Aeson Shan, les Centurions se repositionnent d'un flanc à l'autre pour neutraliser véhicules et monstres exposés. Les Inceptors Bolters, plus flexibles, assurent la saturation et exploitent les ouvertures créées par les vétérans Vanguard. Le Vindicator, moins mobile mais terriblement dissuasif, sert de pivot défensif. Il ancre le centre et couvre les angles morts de la ligne de front. Les incursors dans l'impulsor jouent un rôle de soutien essentiel. Via leur mouvement d'éclaireur offert, ils sécurisent les zones d'infiltration et bloquent les frappes adverses en posant le cadre pour les arrivées précipitées. Enfin, le lieutenant équipé du coronal susurrant agit comme relais stratégique, perturbant les stratagèmes adverses et renforçant la fiabilité du dispositif. Cette version du Shadowmark Talon impose à l'adversaire un dilemme entre protéger ses arrières ou subir une saturation latérale. Grâce à une articulation entre mobilité, redéploiement et menaces multiples, la liste domine les échanges de tempo. Peu d'armées peuvent soutenir la pression d'une telle force combinée capable d'alternativement harceler, percer ou se replier selon les besoins du plan de jeu. Du côté des forces, nous avons évidemment une projection exceptionnelle, et encore plus lorsqu'elle est optimisée grâce au stratagème Feint and Thrust et Into Darkness. Une frappe initiale dévastatrice sur les cibles prioritaires et particulièrement à l'arrivée précipitée Tourin. Une haute létalité sur l'ensemble des profils ennemis. Une capacité à contrôler le tempo et les angles d'engagement. Côté faiblesse, nous avons une faible résilience sur les unités d'assaut, une fois qu'elles sont exposées. Une difficulté à encaisser les listes de tirs massifs et soutenus, un nombre limité de figurines sur table, pénalisant les scénarios d'attrition et d'échange contre d'autres armées beaucoup plus populeuses, et surtout un coût élevé des unités clés, rendant chaque perte extrêmement critique. Nous aurons une liste Necron dans le détachement Starchatter. Dans les personnages, on commence avec le Roi Silencieux en tant que seigneur de guerre, une catacombe commande barge avec l'optimisation Dread Majesty, un petit Psychomancer et son Chrono Impedance Field, et 3 seigneurs Scorpec dont là aura l'optimisation Demanding Leader. Pour le reste de l'armée, nous aurons 2 unités de 5 dépeceurs, 2 unités de 5 triarches prétoriens, 2 unités d'une seule figurine de Destroyer Locus, 3 arches du Jugement Dernier et un triarche Stalker. Le plan de jeu de la liste s'articule autour des 3 arches du Jugement Dernier, véritables piliers du tir longue portée de la faction. Leur canon, combiné à la règle du détachement Relentless Onslaught, assure une fiabilité, même face aux modificateurs défensifs. Chaque salve peut démanteler chars lourds ou menaces d'élite, forçant l'adversaire à s'exposer prématurément. Le Roi Silencieux, bien que privé de son ancienne aura d'ignore modifieur, demeure la pièce centrale de coordination. Il amplifie la mobilité et fiabilise l'ensemble avec ses relances précieuses dans un environnement compétitif. En soutien, la catacombe commande barge renforce le contrôle d'objectifs des unités l'entourant, et comme Zarek, il fiabilise le tir avec les relances via le Dread Majesty, permettant de maintenir le rendement optimal sur une large position du champ de bataille. Les triarches prétoriens déployés en petites unités exploitent pleinement la nouvelle viabilité du MSU, c'est-à-dire les multiples petites unités. Ils fournissent une projection précieuse, contestant les objectifs et participant aux échanges. Les dépeceurs et les destroyers Locus servent d'écran, d'unités d'infiltration défensive pour les premiers, ou simplement pour valider les objectifs secondaires. En contrepartie, les seigneurs Scorpec forment la riposte, sont rapides, résistants et capables de démembrer tout intrus s'approchant des lignes de tir. Le Psychomancer, quant à lui, ajoute une couche de contrôle. Toujours proche du Roi Silencieux, il menace toute approche adverse contre celui-ci, faisant subir un test de Battle Shock avec un malus de -1, empêchant toute utilisation adverse de stratagèmes aussi bien défensifs qu'offensifs, si jamais le test venait à échouer. Cette version du Starchatter impose un duel d'endurance et de précision à l'adversaire, capable de tenir ses positions
d'annihiler à distance ou de contre-attaquer brutalement, elle s'impose comme une forteresse mobile, difficile à briser. Du côté des forces, nous avons une puissance de feu à longue portée qui est exceptionnelle via les arches du jugement dernier, une très forte stabilité des G2D grâce à la règle de détachement Relentless Onslaught, une excellente résilience des véhicules majeurs, que ce soit le roi silencieux, les arches du jugement dernier mais aussi le triarche Stalker, et une capacité de contre-charge efficace via les seigneurs Scorpec. Côté faiblesse, nous avons une difficulté à scorer sur les missions nécessitant une présence multiple. Vous êtes vulnérable aux armées rapides capables d'envelopper les flancs, peu de menaces actives sur les premiers tours offensifs, vous avez besoin d'abord de vous positionner pour pouvoir menacer, et enfin une grande dépendance au roi silencieux pour maintenir la mobilité de la liste ainsi que les fameuses relances. Pour finir, nous restons dans le vert, avec une liste orc dans le détachement Warhorde. Dans les personnages, on commence avec Ghazghkull Traka en tant que seigneur de guerre, 2 gros mecs, dont l'un aura l'optimisation Follow Me Lads, et 2 warboss. Côté unité de ligne, nous aurons 2 gros blocs de 20 boys. En transport dédié, un truck, et pour le reste, 2 blocs de 10 flash git, une unité de 6 Breaka Boys, une petite de 5 Burna Boys, 2 unités de 10 Gretchin, un bloc de 10 commandos, et bien sûr, 2 Battle Wagons. Cette Warhorde repose sur un plan de jeu brutal et direct, typiquement orc. Avancer vite, encaisser et frapper plus fort que tout ce qu'elle croise. Le noyau est formé par les 2 unités massives de boys embarquées dans les battle wagons, véritables béliers blindés capables de traverser la table sous l'aura de Ghazghkull. Grâce à Follow Me Lads et à la synergie entre les warboss, ces blocs deviennent des vagues successives de destruction, assurant la domination sur les objectifs primaires tout en nuant ceux de l'adversaire. Les battle wagons agissent à la fois comme moyen de transport et comme arme de rupture. Leur robustesse et leur impact de charge permettent d'ouvrir les lignes ennemies et de délivrer les boys au plus près de la cible. Une fois débarqués, ces derniers saturent la zone sous un torrent d'attaque fiabilisé par les différentes capacités des personnages et surtout l'effet du détachement pour la touche soutenue, récompensant ainsi l'agression continue. En soutien, les frimeurs ajoutent une composante de tir inattendue dans une armée orientée vers le corps à corps. Leur volume de tir combiné à leur mobilité embarquée permet d'achever les cibles entamées ou de nettoyer les menaces secondaires à distance moyenne. Les Breaka Boys et Burna Boys servent de relais offensifs, profitant des ouvertures créées par les boys pour prolonger la pression sur les lignes de tir. Les commandos fixent le rythme, infiltration, pression sur les angles et menace de charge précoce dès le premier tour. Enfin, Ghazghkull Traka demeure le pivot de la liste. Sa présence centralise les améliorations et la cohésion de l'armée tout en incarnant la menace létale. C'est un véritable mur de muscles capable de renverser n'importe quel duel. Les Gretchin, quant à eux, assurent la logistique, contrôler les objectifs et générer les points de commandement que la liste a besoin d'obtenir pour maintenir la pression sur le champ de bataille. Cette liste mise tout sur le rythme ainsi que la densité de figurines. La composition de véhicules résistants, d'unités massives et de tirs de soutien crée une dynamique d'usure impossible à contenir sans un contrôle parfait du rythme de la partie. C'est un archétype typiquement orc, simple, brutal et diablement efficace. Du côté des forces, nous avons évidemment une pression immédiate sur toute la table dès les premiers tours. Une grande robustesse grâce au Battle Wagon, un excellent contrôle des primaires via les unités massives et un bon équilibre entre tir moyen et de saturation de mêlée. Côté faiblesse, il y a une mobilité qui est beaucoup trop dépendante des transports. Vous restez vulnérable aux tirs anti-chars et si cela venait à être détruit trop rapidement, cela pourrait fortement ralentir votre liste. Vous avez peu d'options de réaction à distance contre des unités volantes, vous ne pourrez pas faire écran contre celles-ci, et vous ne pourrez pas forcément les bloquer à chaque fois. Vous avez potentiellement un problème de scoring, notamment via la limitation des Gretchin. Et enfin, vous avez une forte dépendance à Ghazghkull pour pouvoir maintenir la létalité de votre armée au maximum, afin de pouvoir combiner les bonus du détachement via la touche soutenue et l'apport de la touche fatale de Ghazghkull Traka.